Alors, c'est la première question, c'est celle de Pierre-Alain. Comment en êtes-vous arrivé à acheter ce château plutôt qu'un autre? Ah, c'est une question qui me plaît beaucoup parce que on a cherché pendant une dizaine d'années à acquérir un château avec mon épouse. Et moi, j'en ai visité peut-être 12, 15, je n'ai pas la liste exacte en tête, mais tous ceux que j'ai visités, je les ai aimés et j'aurais été en mesure d'être heureux dans chacun d'entre eux. Et mon épouse, à chaque fois, les trouvait trop vieux, trop jeunes, trop carrés. Enfin bref, ça, il y avait toujours un petit quelque chose qui n'allait pas. Et pour faire court, hein, puisque je sais qu'il faut que je réponde rapidement, un jour, on me dit va voir le château de Mausse, mais surtout ne l'achète pas, il est trop en ruine. Et je ne le dis pas à mon épouse qui ne voulait plus faire toutes ces visites. Donc, je lui laisse croire que c'est vraiment le truc à acheter et que ça sera vraiment la belle chose. Mais je savais pour moi qu'il ne fallait surtout pas le prendre. Et pour une fois, à la sortie de la visite, elle me dit, celui-ci, pour une fois, il me plaît. Et là, j'avais 1 seconde ou 2 secondes pour décider ce que j'allais répondre. Soit je disais la vérité, je me faisais un petit peu engueuler et le rêve filait à nouveau, soit je faisais un léger petit mensonge, je disais moi aussi, et puis l'aventure est partie comme cela, vous voyez, avec un petit mensonge. C'est marrant, ouais, c'est intéressant. Merci d'avoir partagé cette anecdote vraiment intéressante. Christine demande comment a-t-il été récupéré, vendu, acheté? Quels sont les propriétaires? Ouais, c'est une question assez large. Vous en avez un peu parlé dans la vidéo quand même, mais c'est les propriétaires les plus récents peut-être. Donc, je le dis, ce château a été toujours dans la même famille quasiment même de l'époque des premiers évêques de Nevers jusqu'au XVIIe siècle. Et ensuite, il a eu une seule famille. Et puis au XXe, il y a eu 3 familles qui se sont succédées. Et notamment, je pense à Jean-Bernard Devèvre, le réalisateur de cinéma qui a fait Caroline Chéry, qui était un grand résistant. Tavernier en a fait un film qui s'appelle Laissez passer. Il a acheté ce château et ce qui est important pour vous tous qui êtes passionnés de patrimoine, c'est que ce réalisateur de cinéma, Jean-Bernard Devèvre, a fait un procès à l'État qui a duré 30 ans et qui a été jugé en Conseil d'État. Il a gagné malheureusement 30 ans de procès. C'est ce qui a causé la ruine du château. Donc voilà, donc une même famille pendant quasiment de l'an 1000 jusqu'au 18e. Ensuite, une autre famille. Et puis, à l'époque moderne, Jean-Bernard Devèvre, un architecte, Dominique de Laverne, qui avait acheté la ferme du château, mais pas le château, et qui a aujourd'hui le château de Boulbon, donc il ne pouvait pas en garder 2. Et puis, nous qui sommes arrivés juste après. Très bien. Parfait, merci. Une autre question concernant les propriétaires, c'est Pierre-Alain qui demande qui a lancé la construction du château et pourquoi? Était-ce une stratégie militaire? Oui, alors ça me fait penser qu'on n'a pas évoqué, mais moi, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup aussi, je l'ai dit, la nature, l'histoire, l'architecture, mais il y a aussi les fondements un peu de ce territoire. Il faut savoir qu'ici, sur ce rocher, il y a d'abord eu des rites païens, on a fait des recherches géophysiques, on a retrouvé un village proto-historique qui est au pied de Mausse, et on a retrouvé dans l'histoire du château qu'il a appartenu d'abord au premier évêque de Nevers. Non pas le château, mais le rocher. C'est-à-dire que les premiers évêques devaient christianiser la France, et ici à Mausse, il y avait des rites païens qui se faisaient sur ce rocher, donc il en a pris possession. Il a mis un petit donjon juste devant le rocher, et on tirait à l'arc probablement sur les derniers païens qui venaient encore y faire leur rite au 4e, 5e, 6e siècle. Et au 9e siècle, l'évêque d'après n'avait plus besoin de christianiser. La France était chrétienne, le rocher n'avait plus ces païens qui venaient faire leur rite. Et donc, il a vendu ce rocher au concierge de l'époque, qui était le seigneur de Rochefort, qui défendait la Rochefort de Mausse. Et le seigneur de Rochefort est devenu Mausse de Rochefort. Voilà comment ça s'est passé. C'est celui qui gardait le petit donjon, en tous les cas ses descendants, qui ont récupéré le rocher et qui ont construit d'abord un petit manoir sur ce rocher et ensuite un nouveau château. Et le château tel qu'on le voit aujourd'hui a un petit peu de 12e, beaucoup de 13e, 14e et un petit peu de 16e. Parfait, merci. Bon, on reste un petit peu dans le même sens. Peut-être, Olivier, dans les réponses. C'est parfait, c'est parfait. Christine demande un peu dans le même sens, est-ce que vous avez des archives de ce monument et avec la trace justement de ces différents propriétaires? Est-ce que
Est-ce que vous avez voilà, des traces écrites? Oui, alors on a vraiment, c'est ce que je disais qui m'avait meurtri moi, au départ, quand on achète le château, 120 000 euros de prescription archéologique et historique. Et dans cette prescription, ce qui est mal fait, c'est le coût, mais ce qui est bien fait, c'est que ça associe des archéologues et des historiens. Et on avait une historienne qui a passé 6 mois à arpenter, bien sûr, les archives départementales de la Nièvre, les 3-4 abbayes autour de nous, les archives aussi des papes d'Avignon et de la famille Roffignac dans le Limousin, et qui a comme ça retrouvé tout un tas d'informations qui nous ont permis pour moi d'avoir un bonheur immense de pouvoir revivre quasiment toutes les histoires de tous les seigneurs du XIIe siècle jusque maintenant. Et je connais même mieux les histoires du XIIIe, XIVe que les histoires actuelles, puisqu'elle a retrouvé tout un tas de textes qu'elle nous a traduits, parce qu'ils étaient en latin. Voilà, donc c'est un grand bonheur, c'est déposé, c'est au ministère de la Culture, c'est à la DRAC, ça fait 500 pages, et ça nous a permis de comprendre aussi la construction du château. C'est génial, ça c'est vraiment génial. Et est-ce que vous avez justement trouvé la raison, demande Christine, pour laquelle il a une telle forme architecturale finalement? Est-ce qu'on a la raison exacte? Pourquoi il a cette forme? Oui, alors exact, je ne sais pas si c'est exact. Dans tous les cas, à l'époque, on a à la fois un petit rocher, c'est là où il est, c'est le seul rocher entre Moulins et Nevers qui n'est pas inondé par la rivière et les crues de la rivière Allier, d'où son aspect un peu ésotérique pour les premiers païens. Et pour les militaires, eh bien, on pouvait construire en dur sur cette rivière, faire un petit port, recevoir les bateaux de commerce ou les bateaux militaires et défendre la Bourgogne, puisque ici, on est aux confins entre le Berry, avec le roi de France, la Bourgogne avec les Anglo-Bourguignons, et puis le Bourbonnais. Donc, c'était un lieu de grosse présence qu'il fallait défendre les terres, et on avait ce petit rocher sur lequel on pouvait reconstruire en dur. Et ce rocher ayant une forme à peu près ronde, eh bien, on a fait ce qu'on connaissait en Angleterre et un peu en France à l'époque, dans une période très primitive, on construisait des châteaux ronds parce que, comme on l'a dit dans la vidéo, ça faisait office de petits donjons, enfin de grands donjons dont on faisait vite le tour. Mais très vite, avec l'apparition des tours, Mauss a perdu de sa qualité défensive et a été pris pendant la guerre de 100 ans par les équipes de Périnet-Gressart. On a très beau texte là-dessus pendant cette guerre de 100 ans. D'accord. Il était déjà, j'allais dire, passé de mode dès la guerre de 100 ans par rapport à son rôle défensif. Et alors là, on va basculer sur l'intérieur du château et notamment les travaux que vous y avez fait. Une question, c'est le mélange contemporain historique dans la restauration. Comment avez-vous pu obtenir des autorisations? Est-ce qu'il y a un cahier des charges à respecter? Vous avez pas mal parlé de l'évolution, enfin comment vous avez aménagé, mais quelles sont les règles là-dessus? Oui, alors c'est très intéressant parce qu'on s'est senti un peu seul, et c'est vrai là-dessus, nous aussi. Donc on achète le château de Mauss, bien sûr, il était en péril, il menaçait de s'effondrer, c'était notre priorité, on n'était pas trop la tête dans l'aménagement, il faut le dire au départ. Mais j'avais eu par chance quand même des contacts avec la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté, et on avait déjà convenu avant qu'on achète, le plan de financement, les aides publiques, et qu'on voulait ensemble avoir un château habité. Ça, c'était un point sur lequel on s'est souvent appuyé, c'est qu'on était clairs ensemble sur le rythme, l'intensité de ce qu'on allait faire et pourquoi faire. Le pourquoi faire, ce n'était pas un château musée, c'était un château où nous, on serait vraiment les ambassadeurs de cette histoire et de cette architecture, mais où on serait aussi des sortes d'expériences, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à ce que ce soit un château vivant, un château qui vive, qui reçoive et qu'on le mette à l'aune de l'époque actuelle. Donc, du coup, la DRAC a accepté tout de suite qu'on ait une colonne pour faire le tout à l'égout, le chauffage, a accepté qu'on fasse toutes les salles de bain qu'on voulait. Et la chance qui nous a aidés, c'est comme la plupart des planchers étaient très, très abîmés,
À chaque fois, on a pu trouver un endroit où passer sans rien détruire parce qu'il n'y avait déjà plus rien. Donc, à la fois l'accord du départ, le sens de ce qu'on voulait faire, un château abîmé qui permettait de passer sans rien abîmer, et l'expérience pour répondre aux attentes de la DRAC d'avoir un peu plus de châteaux vivants et habités que de châteaux musées, tout ça nous a permis d'être toujours au clair sur ce qu'on voulait. On a toujours tenu nos engagements et donc la DRAC a toujours tenu les siens. Après, il y a eu le choix des formes, on va dire. Hein. C'est presque le détail, mais c'est un détail important quand même. Nous, on a porté la conviction que si on voulait un château vivant et vivre une nouvelle expérience de châtelain d'aujourd'hui, il fallait aussi que la DRAC accepte que l'on vive bien dans notre époque. Donc, on a eu le droit de faire du chauffage au sol. On a eu le droit de faire du contemporain du moment qu'on n'attaque pas les murs. Et nous, alors vous avez senti, et j'en ai peut-être fait un peu trop dans cette vidéo, ma passion pour les décors sur les murs. Donc, bien évidemment, tout ce qu'on a fait, on l'a fait à l'aune d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça doit tenir une génération ou 2 générations, mais pas plus. Ça doit pouvoir être changé. C'est des matériaux simples, parce qu'on est à Mauss, des matériaux simples parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir recycler, et des matériaux simples parce que ça ne doit pas être aussi puissant que la pierre qui est à Mauss ou les décors qui sont sur les murs. Une fois qu'on a partagé tous ces principes que je vous décris un peu vite, j'en suis désolé, mais c'était facile. Et ma DRAC était passionnée comme moi par les petites fenêtres, les petits bois et par les décors. Ça, on l'a toujours protégé, on l'a toujours préservé. Donc finalement, le reste, je le dis, c'est presque du détail. Et l'îlot central de la cuisine que nous aimons beaucoup, il peut disparaître demain et on peut mettre des meubles anciens et faire une cuisine ancienne. Les estrades, c'est pareil. Vous voyez, tout ce que les boîtes salle de bain, c'est pareil, même si je souhaite bien du courage à celui qui voudra faire autre chose. Mais tout ça, c'est presque du détail. En revanche, c'est important pour nous parce que nous avons reçu énormément de jeunes aussi, des VMF et autres, qui veulent reprendre du patrimoine de demain. On a raconté nos joies et nos peines pendant ces 6 années de restauration. Nous, on pense qu'il faut être à l'aise, vous voyez, donc on a la conviction qu'il faut qu'on ait une vie qui soit bien et qu'on accepte de marquer aussi sa période. Moi, j'ai été frappé par toutes ces générations de personnes qui ont vécu ici, qui ont toujours marqué ce château. Et je considère, je sais que je n'aurai pas tout le monde d'accord avec cela, mais que moi, finalement, il est presque de mon rôle de marquer aussi cette époque. Alors, on l'aura marqué, ce qu'on aura restauré, on a sauvé ce château, c'est ce qu'on retiendra. Mais pour moi, fondamentalement, il est aussi important que ma vie ici soit celle qui me corresponde. Vous voyez, et c'est pour ça qu'on est si heureux d'ailleurs. Ouais, très intéressant. Très bien, merci Cédric pour ça. Question totalement différente de Diane. Est-ce que le château a servi de décor pour des films? Non, parce qu'il était très dangereux jusqu'en 2016 et on était couvert d'échafaudage jusqu'à maintenant. Hein, donc on a des demandes là actuellement, mais il y a toujours des échafaudages, vous l'avez vu sur la Grange et sur le Pigeonnier. Voilà, donc on a eu des demandes pour faire des films un peu bizarres que j'ai refusés, mais on n'a pas, pour l'instant, il n'a pas servi pour les tournages de films. Il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire jusqu'en 2016, c'était sûr. Ouais, très bien. Et Eliane demande, est-ce que du coup vous vivez maintenant, parce que c'était l'objectif, mais est-ce que vous vivez maintenant toute l'année dans le château? Est-ce que c'est votre maison ou pas? Oui, alors on vivait à Paris quand on a acheté Mauss. Moi, j'ai souhaité porter l'expérience un peu plus loin, donc on s'est mis à travailler tous les deux avec mon épouse à Dijon pour être vraiment châtelain qui est en contact avec le milieu socio-économique de son territoire. Et donc, on a une résidence à Dijon et une résidence ici à Mauss, et on est je dirais, à temps partagé grâce au télétravail entre Dijon et Mauss. Et d'ailleurs, vous êtes à Mauss, là, je reconnais le tableau. Et là, je suis à Mauss avec mon épouse en télétravail. Très bien. Alors, une question concernant les vues aériennes. Il y a quelqu'un qui demande, j'ai aperçu un château au loin sur les vues aériennes. De quel château s'agit-il?
Alors, je ne sais pas si les gens parmi qui sont avec nous l'ont reconnu. Est-ce qu'il y en a qui veulent citer en chat de quel château il s'agit? Alors oui, Mais probablement quelques-uns l'auront reconnu. C'est le château d'Apremont-sur-Allier. Hein. Donc, c'est le château des Brissac filles, hein, puisqu'il y a le château de Brissac pour les ducs, et les Brissac, j'allais dire femmes, excusez-moi, je fais le plus court, ont toujours eu le château d'Apremont depuis, on va dire, l'époque moderne. Mais à l'époque plus ancienne, le château d'Apremont était une des propriétés des cadets ou de la famille de Beauce, hein, au XVIe, XVe siècle. Il était lié parce que la rivière Allier se déplaçant, le droit de péage de la rivière s'est déplacé, le passage à gué s'est déplacé aussi vers Apremont-sur-Allier, et donc ils ont investi le lieu pour faire ce très beau château qui a bien mieux réussi que celui de Beauce, puisque c'est la famille Schneider, avant d'être la famille, qui est liée avec la famille Brissac, qui a eu ce château-là au XIXe siècle et qui a reçu les plus grands hommes politiques ou dirigeants des pays européens du XIXe siècle. Très intéressant. Avec un très beau parc floral. C'est un des plus beaux villages fleuris de France, avec un très beau parc floral. Il faut dire que si nous, on a choisi aussi Beauce, c'est quand on est venu pour la première fois, hein, on est allé là, on ne connaissait pas du tout Apremont-sur-Allier et son parc floral, et on a trouvé que cette rivière Allier qui séparait ces deux châteaux avec ce beau parc floral, ce château tout pimpant, était vraiment, pour notre regard, quand on est à Beauce, source d'espoir et d'aspiration et d'inspiration, et donc c'était très bien d'avoir ça à côté pour ne jamais oublier là où on voulait aller, quoi. Donc on l'a fait aussi grâce à Apremont-sur-Allier. Parfait, oui, c'est vrai que c'est magnifique. J'y suis passé justement en allant à Beauce, je suis juste passé. C'est vrai que c'est un village vraiment très très joli. Laurence, allez, encore une question, ça fait 55 minutes qu'on est ensemble. Une question de Laurence. D'où vous vient toute cette expérience en histoire, etc. Est-ce que vous avez une formation en histoire ou sur le tas? Alors non, je n'ai aucune formation en histoire ni en restauration. Bien sûr, une passion déjà depuis très longtemps. La famille de mon épouse avait quelques belles propriétés dans le patrimoine qui m'ont inspiré. Moi, je suis banquier et j'ai emmené ma banque dans le soutien au patrimoine. Hein. J'ai emmené ma banque sur les rubans du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. J'ai donné des prix VMF pour de belles restaurations. J'ai agi avec la demeure historique dont je suis délégué pour la Nièvre. Voilà, donc j'ai bien sûr souvent aidé et donné des prix. Et tout le monde se moquait un peu de moi parce que je donnais des prix, ce qui m'a permis d'apprendre. Mais je ne semblais pas courageux parce que je n'avais rien moi-même. Et donc, piqué par mes gentils camarades dans ces différentes associations que je viens de citer, eh bien, je suis allé chercher avec grand plaisir, vous l'avez bien compris, probablement un projet très fou et un peu audacieux. Et comme ça a cloué le bec de tout le monde. En parlant de projet fou, et peut-être ce sera la dernière question, c'est une question de Christine. Quel est justement comment voyez-vous le futur de votre magnifique château, vous demande Christine. C'est très difficile. Étant banquier, économiste de formation, je pensais que le projet économique et de développement serait le plus simple. Mais en réalité, je n'y connaissais pas grand-chose en restauration ni en histoire, et je ne connaissais pas grand-chose non plus en nature, et je suis devenu aussi un passionné de nature et de ce site naturel du Bec d'Allier. Et plus on avance, plus j'ai une très grande difficulté à accepter que beaucoup de monde fréquente le site. Là, on avait 1100 personnes le week-end dernier pour le retour des grues cendrées. On a 3000 grues cendrées ici. Mais vous voyez, à chaque fois, je préfère presque protéger nos grues cendrées que de recevoir un public qui nous a certes apporté une jolie recette sur ce week-end. Donc, je pense que l'avenir économique de ce château ne viendra certainement pas de moi en réalité. Voilà, donc nous, on fait du mieux que l'on peut pour l'ouvrir, pour que des projets puissent s'initier. On est très heureux de laisser les clés à des administrateurs de l'association ou à des gens qui ont des projets, et on les laisse monter leurs projets, et on est toujours très heureux qu'ils le fassent. Voilà. Mais je suis conscient que
mon engagement est peut-être trop fort, vous voyez, pour accepter de dessaisir du lieu dans un avenir proche. Donc, on fait tout bien. On fait tout bien et on développe l'hébergement. On a énormément d'Australiens, d'Américains, d'étrangers en fait qui sont passionnés par Moss et au bout d'un an là, qui le louent maintenant, on privatise tout et pour nous c'est déjà bien de faire ça, voilà. Et ça permet de payer tous les frais de fonctionnement quasiment dès la première année. Mais pour trouver un modèle économique qui soit vraiment complet et qui accueille beaucoup plus de monde comme on aimerait le faire, moi, je ne sais pas faire actuellement. C'est pour ça que j'ai dit, si dans notre communauté, là, avec tous ceux qui sont derrière ces écrans, je regrette de ne pas voir les visages. Ça me permettrait de voir dans les yeux s'il y a des échos. Mais j'espère avoir après des mails ou des visites de certains d'entre vous, soit pour continuer à débattre, soit parce que vous auriez des belles idées et j'en serais très, très, très heureux, vous l'aurez bien compris. J'en suis convaincu que des personnes qui nous regardent vont venir vous voir. D'ailleurs, à ce sujet, à quel moment ils peuvent passer vous voir? Quand est-ce que le château est ouvert prochainement, puisqu'on parle de l'avenir, mais peut-être proche? Alors, nous, on fait des visites toute la saison, je veux dire la belle saison hein, du mois d'avril c'était jusqu'à dimanche là. Hein. On arrête pour Festigru, la fête de Tigru-Cendré. Mais après, on fait des visites sur mesure toute l'année. Hein, donc voilà, donc vous avez mon mail si vous passez dans le coin. Nous on a porte ouverte en permanence, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à dire que vous venez de la part de Sochâteau et on sera très heureux de pouvoir échanger et vous recevoir comme il se doit. Et puis si vous voulez réserver Moss, on est sur tous les sites de réservation qui existent. Et puis, on reprendra la fête de la nature, les cinémas en plein air, les repas, etc. etc. On a tout un programme qui mobilise Moss toute l'année, puisqu'on le privatise quasiment un quart du temps, un quart pour nous, et l'autre moitié, c'est des événements ou des visites. Parfait. Je vais partager le lien vers le site internet du château de Moss, Cédric, ou plutôt Instagram. Qu'est-ce que vous préférez qu'on partage? Oui, Instagram, parce que là, le site, on est en train de le refaire, donc on ne le maintient plus à jour depuis maintenant un an. Voilà, alors, donc, on va plutôt partager Instagram, alors. Voilà, Instagram, Facebook et Instagram sont nos deux réseaux, Twitter aussi, hein, sont nos trois réseaux préférés. Voilà, ben, je partage à l'instant Instagram pour Château de Moss et à partir de là, de toute façon, en tapant dans notre ami Google, vous allez trouver toutes ces informations, Château de Moss. Je remercie évidemment Cédric et toute sa famille qui était là lorsque je suis venu pour leur accueil chaleureux. Et je cède la parole à Cédric pour conclure. Eh ben merci d'avoir pris le temps de découvrir ce petit château de plaine au bord d'une rivière qui est l'Allier dans la Nièvre. N'hésitez pas à passer nous voir. Nous, on espère avoir fait passer le message qu'on est passionné comme vous, convaincu comme vous que le patrimoine a sa place dans la société. Ben, ça marche. Donc, n'hésitez pas à dire autour de vous, aux plus jeunes comme aux moins jeunes, qui peuvent venir à Moss s'ils ont besoin de conseils pour la restauration. Je le ferai avec plaisir. Et s'ils ont besoin d'avoir des tests sur un développement économique, on sera heureux de tester toutes les bonnes idées de la France entière. Merci à tous, à très vite et bonne passion des châteaux français, européens et mondiaux. Vive le patrimoine! Bonne soirée, merci à tous, au revoir.